race your way to the sky. Let's see if you make it on the very first try. We both rehearsed this plan front to back, and he who's straight will get the inside track. No coming back from the hereafter. There's only us and the X Factor. And if you think you find what you're after, prepare yourself for the boombox blaster. Ok, on envoie deux, fait que reste sur place, Vic. Pas de problème. C'est beau, la route du milieu, je confirme. Annulé. On a quelqu'un qui s'en vient encore. Aujourd'hui, à Fou du risque, une mise en garde s'impose. Vous serez témoin d'une activité clandestine, illégale, connue depuis quelques années seulement au Québec. La course de rue, le street racing. Ce qui suit est un reportage sur ce phénomène qui attire malgré tout de plus en plus d'adeptes. Un phénomène à peu près impénétrable pour une équipe de la télévision. À moins, bien sûr, de savoir prendre le bon chemin. Les courses de rue, un monde fermé, secret, où les concurrents préfèrent nettement demeurer anonymes car cette activité est illégale. Ce qui n'empêche pas ces mordus de la vitesse d'afficher leur exploit sur les nombreux groupes de discussion consacrés aux voitures modifiées sur Internet. C'est sur un des groupes de discussion les plus populaires que Fou du risque soumet son projet de reportage. Tout de suite, la très grande majorité des participants expriment clairement leur opposition. Mais à force d'explications, quelques-uns acceptent finalement de tenter de démystifier ce qui est devenu pour eux une véritable passion. Mes débuts dans l'univers du street race ont commencé il y a plusieurs années. À la base, c'était pas le street race qui m'intéressait, c'était beaucoup plus la modification de voitures. J'étais au secondaire, puis j'achetais beaucoup de revues qui m'apprenaient les nouvelles pièces disponibles pour les voitures que je possédais même pas encore. Je sautais jamais 2 mois sans en acheter une, puis j'avais une collection complète. Puis avec le temps, c'est devenu une passion qui a fini pour le street race. Moi, j'ai commencé à aimer les voitures depuis que je suis tout jeune. Mes parents ont eu mon père a eu une Corvette, des Camaro, puis c'est depuis que je suis né. J'ai acheté ma voiture et j'avais même pas encore mon permis. J'avais un temporaire. Puis je l'ai conduit. Sauf qu'on se met à regarder pour notre première voiture, on cherche immédiatement une voiture sport. Donc moi, j'ai commencé à m'acheter une Fiero, première petite voiture sport. C'est pas la meilleure des voitures sport, mais c'était pour commencer, c'était mon petit rêve. Après ça, j'ai trouvé la voiture que j'ai présentement, mon MR2, et c'est comme ça, avec les amis, on commence à taponner un peu la mécanique, travailler dans l'auto, essayer de la modifier le plus possible. Tout jeune garçon, beaucoup, on triple là-dessus. Vers l'âge de 8-9 ans, mon père, il achetait toujours des voitures neuves. À mon goût, en tout cas, j'étais jeune, mais je trouvais qu'il manquait toujours quelque chose. Il manquait une touche personnelle. Je trouvais qu'on avait la même voiture que tout le monde dans ces années-là. Des fois, là, j'allais acheter quelque chose là, avec ma propre argent pour lui mettre sur son auto. Puis, il s'en rendait compte. Là, le lendemain, il s'en rendait compte. Il l'enlevait pas. Tout d'un coup, il trouvait ça beau. Mes débuts dans les modifications d'auto, ça a commencé, ça fait à peu près 9 ans de ça. J'ai commencé modérément. C'est sûr, j'étais plus jeune, fait que j'avais moins d'argent pour modifier mon auto. Je m'intéressais à la performance, puis il fallait toujours que ça aille plus vite. Puis encore là, ça va pas encore assez vite. On ne se satisfait jamais de la puissance de notre voiture, on va toujours en avoir plus. Et c'est la puissance, la performance qu'on peut ressortir de la voiture sport. Juste en la modifiant un petit peu, on voit tout de suite les différences. C'est ce qui nous fait triper vraiment. On veut toujours voir une différence pour que ça aille plus vite, ça soit plus puissant. À la base, le tuning, c'est ça, c'est de prendre quelque chose qui est pas nécessairement
conçu pour être rapide, puis le modifier pour qu'elle devienne. C'est facile de modifier une voiture, c'est difficile de rendre une voiture rapide. C'est ça. C'est facile de tout prendre les pièces, tout ce qui se vend, les deux meilleurs, puis le mettre dans une voiture, dans un moteur. Mais ça veut pas dire que ça va donner un bon résultat. J'ai passé au-dessus de 1000 heures à étudier les ajustements, étudier mon moteur. J'ai changé mes injecteurs, j'ai changé l'ordinateur pour avoir un ordinateur programmable au complet. Je prends toutes les données qui viennent du moteur directement, je les ai en direct. Je suis capable de les analyser par après pour savoir les ajustements que j'ai à effectuer sur ma voiture. J'ai changé la ligne d'exhaust, j'ai changé le turbo, j'ai changé pas mal tout ce qui entoure autour du moteur. Puis j'aime ça quand je pèse sur le gaz que ça l'avance. Je pense que je suis un passionné de mécanique modifiée. Ouais. J'en mange, je dors en dessous des pièces que je vais mettre sur ma voiture. Ouais, c'est aussi simple que ça, là, c'est certain. Quand il y a des nouveaux produits qui sortent, je m'informe et j'achète. C'est un peu une fierté de modifier ma voiture. Pour moi, c'est important qu'elle soit belle, qu'elle me représente un peu. On dirait que c'est une façon d'exprimer ma personnalité qui est plus cachée, justement. Ma voiture est plus excentrique, beaucoup plus excentrique que moi, je dirais. C'est une voiture qui exprime beaucoup d'émotions, qui est très voyante, qui mène un peu de train, qui est performante. C'est que moi, je suis une personne vraiment plus réservée, je déplace pas trop d'air, je me tiens tranquille. Donc, je dirais que c'est une façon d'exprimer une personnalité qui est plus cachée de moi. La première fois que j'ai couru avec ma voiture, c'était avec la première voiture que j'avais. C'était un Honda Accord 89 que j'étais en train de remonter complètement. Et puis, c'était sur un boulevard. C'était vraiment drôle. C'était comme quelqu'un que j'avais aucune idée c'était qui. Puis, il est arrivé, il m'avait juste attisé. Il est arrivé à côté de moi, il m'avait regardé. Il avait donné 2-3 coups de gaz. Puis là, c'est là que c'est parti. Là. J'ai appuyé, j'ai pesé. Puis, c'était drôle. Aussitôt que tu arrives à une lumière ou quelque chose, si quelqu'un qui pense n'en pas marcher plus que toi, ben c'est là que ça commence. Ouais, c'est vraiment là l'adrénaline qui décolle. Les premières fois que j'ai vu du street race, c'était dans un parc industriel. Puis c'était gros. Il n'y avait pas de film encore qui était sorti, les gens en parlaient pas, mais beaucoup de gens faisaient. Il y avait 200-300 personnes qui regardaient ça. C'était surprenant de voir autant de gens que ça qui regardaient les courses de rue. Les policiers avaient aucune idée de ce qui se passait parce que ça a déjà existé il y a 20 ans, il y a 30 ans. Dans le fond, ça a toujours existé, mais ça a été moins médiatisé. Quand on allait voir à Laval, c'était énorme. Ça n'avait aucun bon sens. Des courses, il y en avait pendant des heures et des heures. Ça durait 2-3 heures, puis les gens coursaient. La première fois que j'ai été aux courses, j'ai bien trippé. J'ai resté du début à la fin, puis je n'aurais fait toute la nuit, j'aurais pu. La première fois que je suis arrivé, on était supposé courir. Cette fois-là, ça n'a pas bien été parce que la police est débarquée. Fait que la seule course qu'on avait qui était plaisante, c'était de se sauver de la police. La police n'est pas la seule à leur faire prendre la poudre d'escampette. Première tentative de tournage. Comme à chaque semaine, les concurrents se rassemblent à un point donné pour discuter du lieu et du déroulement de la course. Or, malgré le lien de confiance qui s'est établi avec certains, le groupe disparaît littéralement en apercevant nos caméras. La route, pour nous, s'annonce plutôt chaoteuse. Si c'est facile de rentrer dans le milieu, non. Si c'est facile de venir les voir, oui. Il s'agit juste que tu saches où est-ce que ça se passe. Parce que le savoir, si t'as pas quelqu'un qui y va, tu le sauras pas. C'est pas écrit nulle part sur le net, c'est du bouche à bouche. C'est les gens qui en font qui le communiquent aux autres. C'est comme ça que ça se passe. C'est surtout d'avoir la confiance des gens qui sont déjà dans le milieu. Je te dirais que ça prend des contacts. Premièrement, il faut que tu connaisses des gens qui en font. En jasant avec le monde, tu te rends compte qu'ils ont la même passion que toi. Puis les autres, ils voient aussi que c'est ta passion. Puis ils disent, suis-nous, puis on va voir ce que ta voiture a dans le ventre. C'est en participant, en étant impliqué dans le domaine, qu'on devient connu rapidement, puis qu'on a l'accès
aux endroits de course. J'ai connu comme la majorité des gens de Québec par le net, Québec Street Racing. C'est 3 gars qui ont parti ça, puis les médias ont embarqué dans le mouvement. Puis ça a fait découvrir à plein de gens de la ville de Québec que ça existait. Puis ça a été vraiment, c'est un média d'information qui est très bien parce qu'il y a beaucoup de passionnés qui sont là, puis on apprend à se connaître. Puis avec les meetings qu'on fait maintenant, à tous les vendredis, ça nous permet d'aller voir des gens avec des mécaniques qui ont l'air bien. Les rassemblements les vendredis, c'est des rassemblements amicaux avec Québec Street Racing, le site Internet. Des fois, il va y avoir des personnes qui vont aller montrer les nouvelles pièces qu'ils ont mis sur leur voiture. Il y en a qui viennent là pour parader. Il y en a qui viennent là pour juste discuter, être en chum puis jaser. Puis ça a commencé au Cora Déjeuner sur la rue Bouvier. Et puis ça a pris un engouement tel que le propriétaire de la bâtisse a envoyé un communiqué aux gens qui faisaient ça pour leur dire d'arrêter de faire ça là parce que ça ne l'intéressait pas. Parce que le stationnement, là, il y avait, je vous dirais peut-être pas 1000 personnes, mais c'était tout près. Là. C'était gigantesque. Ensuite, on a changé de place plusieurs fois, mais on avait beaucoup de problèmes de répression policière. Alors on a décidé de changer de place. Puis les gars ont décidé, sont allés voir le Route 66 puis le Canadian Tower pour essayer d'avoir le stationnement sans problème. Puis le fait qu'on a eu ça, maintenant les policiers sont beaucoup plus courtois, nous tannent beaucoup moins, puis quand on repart intelligemment, ils nous donneront pas de problème parce qu'on était là. Les policiers connaissent bien les endroits où on course. Ils nous écoutent sur leur radio. Nous, on a des petits radios pour communiquer entre nous et ils nous entendent. Les policiers, c'est quand même des policiers d'expérience qui connaissent la ville depuis plusieurs années. Ils sont pas trop tannants, mais ils viennent toujours faire leur tour une fois par mois facilement pour nous aviser qu'ils sont là et nous disperser un peu. Après la pause, les prochains crissements de pneus seront-ils ceux des autos de police? Le fait qu'il soit plus tranquille présentement, ça peut être plus inquiétant. Est-ce qu'ils ont décidé de nous laisser tranquilles pour cette année, sachant qu'on est toujours là à chaque année et qu'on court sans être trop dérangeant? Ou est-ce que c'est simplement qu'ils ont décidé de faire vraiment une grosse vague en courant de l'été? C'est une chose qu'on se pose comme question. La semaine prochaine à Fou du risque, un sport de plus en plus populaire au Québec, le karting, un sport où naissent de grands champions. Fou du risque, la semaine prochaine à Canal D. Découvrez un vaste choix de démarreurs à distance avec la gamme Orbit en exclusivité chez Lebeau et Duro qui démarre au prix terre-à-terre de 119,99. Orbit, performance optimale pour froid spatial. Cette semaine, au Mardi Dangereux, à 20h, apprenez à vous défendre contre les arnaques de voyage à piège à touristes. Puis, à 21h, voyez comment ils ont frôlé la mort et survécu miraculeusement à défier la mort. Soyez au rendez-vous mardi soir dès 20h à Canal D. Le centre de la motoneige de Valcourt, la vraie place des motoneigistes. Des motoneiges skidoo, des touring, des MXZ, de toutes sortes. Le plus vaste inventaire de motoneige de location en région. Des pièces et accessoires neufs ou usagés de motoneige skidoo à prix incroyable. Un service 5 étoiles avec des techniciens certifiés en usine. Un des plus vastes choix de vêtements BRP. Manteaux, bottes, chandails et casques de toute taille et pour toute la famille au meilleur prix. Le centre de la motoneige de Valcourt, situé en face de l'usine, est si près de vous. Nous pensions qu'il ne nous retrouverait jamais. Nous avions tort. Nul ennemi n'a pu nous résister. Il me faut une arme. Certains prétendaient que ce jour ne viendrait jamais. Qu'ont-ils à dire aujourd'hui? Classé pour jeunes adultes seulement. Ce Noël, surveillez la circulaire Canadian Tire pour de bonnes idées cadeaux pour les mordus de l'auto qui aiment le travail vite fait, comme la clé rapide à manivelle de Mastercraft. Elle ressemble à une clé à cliquet ordinaire, mais elle n'a rien d'ordinaire. Elle permet de visser et dévisser rapidement les écrous dans les endroits exigus parce qu'on peut s'en servir comme un tournevis. Suffit de tourner la poignée dans un sens comme dans l'autre. La douille tourne toujours dans la même direction. Aucun mouvement de va-et-vient requis, et c'est rapide. Vous vissez et dévissez sans mouvement inutile. Vous pouvez aussi replier la poignée et aller encore plus vite. Et ça ne s'arrête pas là. Voici quelque chose de tout à fait nouveau. Étirez le manche, levez la poignée
et voyez comme il permet d'aller bien plus vite que les clés à cliquet régulières. Ça, c'est vite. L'ensemble clé à cliquet rapide de Mastercraft, seulement $39,99. Une bonne idée cadeau pour les bricoleurs, seulement chez Canadian Tire. Je commence avec toi. L'inspiration peut-elle influencer votre humeur? Le luxe peut-il vous offrir à la fois l'intimité et l'élégance? Oui. Une voiture peut-elle tenir la route comme ceci? Ressembler à cela? Être offerte à un prix plus bas que vous le croyez et faire tourner les têtes? Évidemment, la toute nouvelle Chrysler 300 à partir de 29 995 $. Chrysler, inspiration incluse. Chaque soir en Amérique du Nord, 525 millions d'ampoules et de tubes fluorescents s'allument. Pour nous éclairer, nous avons le choix entre 30 000 sortes d'ampoules électriques différentes. Ça vous étonne? Imaginez la suite. Fallait y penser. Mercredi, 20h. Tentative de tournage prise 2. Cette fois, ce sera la bonne. Nos collaborateurs ont bien fait les choses et ont réuni pour nous une grappe de coureurs consentants. Mais la nervosité est palpable. Il y a quelques semaines seulement, un soir de course, la police a bouclé le parc industriel et a effectué une rafle en règle. Elle pourrait frapper à nouveau à tout moment. Le fait que la police connaisse les endroits, qu'il y a toujours un risque qui se présente lors de nos street racing, ça fait partie de la game. C'est ce qui rend ça plus excitant, justement. C'est un stress, mais c'est ce qu'on recherche également. C'est le feeling que t'as. Tu es dans la rue. Ben souvent, j'étais dans la voie du sens contraire. Puis t'as toujours l'adrénaline. Tu sais que la police peut arriver. Tu sais que t'es vraiment illégal. Puis moi, c'est le feeling. C'est vraiment la peur un peu que j'aimais. Je savais que si je me faisais arrêter, mais j'avais plus de charge, j'avais plus de permis, j'avais plus rien. Ce qui est le fun dans ces courses-là, c'est l'illégalité de le faire. C'est ça qui est plaisant. Ça donne un challenge et un thrill là, qui est vraiment trippant. Personnellement, le côté illégal des courses de rue, oui, ça m'attire parce que je me suis fait arrêter tellement de fois illégalement. J'ai été témoin de tellement d'abus de pouvoir du côté de la police. J'ai vu tellement de choses venir de la police qui étaient illégales que oui, ça me fait plaisir d'être illégal sur ce point-là. Les 2-3 premières fois que j'ai été là, j'avais peur à la police, je connaissais plus ou moins leur système, comment ils fonctionnaient, c'était vraiment fiable, c'était vraiment sécuritaire. Mais après avoir fait 2-3 courses, là, j'avais plus de doute, puis des soirées, j'arrivais là, puis je faisais 7-8 courses en même pas 15 minutes. J'avais coursé, je revenais, je me repognais, puis j'arrêtais pas de même, puis je suis très confiant. Le fonctionnement des courses est quand même assez simple. D'ordinaire, il y a 3-4 points de rendez-vous à Québec, des points de rendez-vous qui sont assez connus des racers. Dans les points de rencontre, le monde discute beaucoup, ça jase. Certaines fois, il va y avoir des courses qui vont se préparer un peu d'avance. Il y en a qui ont fait des nouvelles modifications, donc ils vont en parler avec un autre, ils veulent s'essayer contre lui, voir s'il s'est rapproché de la performance de l'autre. À un moment donné, il y a un queue, tout le monde décide, on décolle. Là, on est 20-30 voitures, puis on part toutes sur l'autoroute. On est 20 voitures à suivre. On s'en va à notre point de course. Là, tout le monde arrive, tout le monde se tape. Rendu là-bas, il y a les watchers qu'on appelle qui s'installent à chaque bout de la rue. Tous les embranchements qui peuvent avoir accès à notre piste de course, il y a du monde qui s'installe pour surveiller, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres autos qui arrivent. Quand j'arrive là-bas, ça prend toujours quelqu'un pour dire « Bon, c'est beau, les courses commencent. » On envoie du monde pour guetter. S'il y a des voitures dans la rue, c'est sûr qu'on va toutes déplacer les voitures en arrière de la ligne de départ. Les personnes aussi en arrière de la ligne de départ pour que ce soit le plus sécuritaire possible. Quand on arrive dans un parc industriel, c'est aussi simple qu'on arrive, on décide. Qui contre qui fait quoi. Souvent, il y a tellement de gens qui le font qu'on n'a même pas besoin de savoir avec qui. S'ils font la ligne comme sur une track, on peut être une vingtaine de chars en ligne qui attendent à leur tour de rôle de course. C'est beau, t'arrives, tu viens ici. C'est beau, t'arrives, tu viens ici. On retalk. Y a-tu quelqu'un? C'est-tu beau? Les spotters sont là, puis on nous dire si tout est correct. Les milieux, c'est beau. OK, c'est bon à l'arrivée. Les deux ici à l'arrivée, ils attendent. C'est correct, c'est go. T'es prêt? Ça descend. Merci, c'est fini. On fait ça vraiment rapidement. On s'en va après. On va changer d'endroit. On reste jamais plus que 10-15 minutes à la même place. On
se ramasse souvent des très grosses gangs. Juste la semaine passée, on était au moins une soixantaine de voitures et 80-90 personnes présentes à la réunion et aux courses. Et, il peut se produire une bonne cinquantaine de courses dans la soirée facilement. Oui, il y a des spectateurs, mais plus le temps va, et moins il y en a parce qu'on n'aime pas ça. Il y a déjà eu des courses qui avaient quasiment 200-300 spectateurs. Là, ça devenait dangereux parce qu'il y en a qui prenaient de l'alcool, qui filmaient. C'est généralement les spectateurs qui vont causer du trouble parce que les spectateurs vont arriver avec de la bière, avec le petit joint, les chaises de patio, les sandwichs. J'ai même déjà vu une famille arriver d'un voyageur là, qui arrivait avec le papa, puis la petite fille et le petit gars de 8-10 ans avec les sandwichs, puis le col à bière. Là. C'était aussi ridicule que ça. Ça te paraît illogique, mais je l'ai vu. Fait que ça, on appelle ça communément des weareux. C'est des gens qui sont là juste pour wear. Fait qu'on aime pas ça. Ce qu'on aime, c'est quand les gens viennent, c'est pour courser. Puis les gens qui viennent, ils peuvent être accompagnés, mais ça finit là. Parce que c'est pas un show. Surtout, on fait ça pour le plaisir. On fait pas ça pour vendre des billets. Sinon, on ira ailleurs. On met les 4 flashs quand on arrive si on est en avant. Ça va? La personne qui donne le départ va tout le temps avertir, expliquer, puis dire où est-ce que ça s'arrête. Généralement, les points de repère qu'on utilise, c'est une voiture qui est complètement à la fin. Quand tu passes la voiture, c'est fini là, tu lâches le gaz, tu laisses aller. Parce que dans une coupe de place où il y a une courbe directement à la fin, qui est pas très prononcée, mais c'est là que c'est déjà arrivé qu'il y a des accidents, les gens y ont continué. C'est sûr qu'il y a toujours des risques d'accident, c'est présent. On a des départs qui sont très violents, c'est des accélérations très importantes et des vitesses également qui sont quand même assez élevées. Normalement, on va atteindre à peu près, dépendamment du véhicule et de la performance, entre 140 km/h et 200. Ce qui peut arriver pendant une course de rue, c'est l'élément mécanique, quelque chose qui casse. Tu fais un flat pendant que tu roules à 150 km/h, c'est jamais le fun. Sur une track qui a été construite pour ça, tu vas faire des dommages à ta voiture, mais il y a peu de chances que tu en fasses à ta personne. Quand tu fais ça dans une rue industrielle qui a même 20 pieds de large, qui n'a pas été construit pour ça, à 150 km/h, tu fais une crevaison, c'est certain que tu te fais mal. L'autre côté, c'est l'erreur humaine. Tu es dans une place que tu connais pas, tu n'as pas pris les précautions d'écouter les gens qui vont là fréquemment te dire quoi faire. Tu passes tout droit, c'est pas fait pour ça, fait que tu te fais mal aussi. C'est, je te dirais, le code 18, c'est entre le volant et le banc, les 18 pouces qui le séparent. Les seuls dangers vraiment qu'il y a, c'est s'il y a une pièce mécanique qui lâche pendant une course. Mis à part ça, il n'y a pas beaucoup de danger. C'est de la mécanique, donc on peut pas vraiment prévoir, mais j'avais vérifié un petit peu mes freins. Ça m'avait l'air d'être bon, mais c'est avant que je mette mes freins à disque à l'arrière sur mon Golf. J'avais des freins à tambour, puis ça poigne pas, mais pouf, ça poigne, puis ça bloque. J'étais arrivé à la fin, il n'y avait pas tellement d'espace pour pouvoir arrêter. Il y avait vraiment des blocs de béton au bout qui barraient la rue. Puis l'arrière de la voiture est vraiment décroché parce que j'ai trop appuyé sur les freins. Puis c'est comme si j'aurais donné un coup de bric à bras. C'est exactement le même principe. J'ai manqué... je roulais quand même un bon 120. Si j'aurais parti sur le côté avec un asphalte sec comme ça, j'aurais pu facilement me ramasser dans le décor d'un bloc de béton. Mais j'ai quand même arrêté avant, mais j'ai quand même eu une petite peur. Là. Ça a quand même fessé. Là. Le cœur battait fort après. Quand on explique aux gens qu'on fait des courses qui sont encadrées, ça les fait souvent rire parce qu'ils comprennent pas à quel point que c'est... Nous, on le comprend que c'est dangereux. T'sais, on n'est pas des sans-cervelle. J'ai une tête sur les épaules puis je suis quelqu'un de très logique, mais ça n'empêche pas que j'aime courser. Selon moi, les courses de rue organisées, c'est sécuritaire. Ça dépend organisé par qui et comment, mais moi, où ce que je vais, c'est sécuritaire puis aucun problème. Puis je pense que même la police devrait venir voir, regarder comment ça fonctionne. Peut-être pas mettre ça légal, mais au moins qu'ils regardent comment ça marche pour voir, parce qu'ils pensent que c'est un embrancheur de broche à foin puis tout, mais c'est loin d'être ça. On a tous des FRS, puis on marche tout, puis on marche tout de même. Il y a 3 watchers. Quand on course, quand on part, on est sûr qu'il n'y aura personne qui va arriver dans la piste dans le sens inverse. À date, depuis que je suis là-dedans, il n'y a pas eu aucun accident, aucun accrochage. Les seules fois que ça a passé proche, c'est quand la police arrive, puis là, tout le monde se sauve en courant. On décolle.
La chose qui nous inquiète toujours le plus, c'est l'avenue d'un policier. Juste un policier, c'est pas trop stressant, il va juste faire partir le monde, mais s'il arrive en une gang de policiers pour fermer le parc industriel, ça, c'est toujours plus déplaisant. On a du monde qui vérifie de très loin voir s'il y a une police qui arrive, alors c'est pratiquement impossible de se faire prendre. Ça m'est arrivé à quelques reprises de pouvoir de dire que la police était pas loin. C'est sûr que c'est pas vraiment plaisant parce que la dernière fois que ça m'est arrivé, il m'est arrivé carré d'en face en arrière d'un buisson, je m'en attendais pas. Il m'a vu avec mon radio, puis je l'avais comme en avant de la bouche comme ça. Puis j'essayais de pas trop bouger mes lèvres pour pas qu'il voie que je dis le mot police. C'est comme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu partir ses flashs? Il va-tu partir sa sirène? Il va-tu décoller en fou? Il va-tu rester là nous regarder? C'est toujours... Puis là, la patate, elle pompe parce que là, il te regarde, là. Tu le sais, il vient de mettre ses hauts, puis il a allumé ses spots à côté de ses cerises sur le dessus du toit, puis il te regarde, toi, là. Puis il voit juste toi, il voit pas ce qui se passe au bout de la rue, là. Il voit vraiment pas qu'il y a du monde, tout ce qu'il voit, c'est toi. Puis là, j'ai comme fait juste police. Police. Là, tout, ça a comme fait, là, vraiment comme dans les films, là, t'as entendu tous les systèmes d'alarme se désarmer. Tout le monde a rentré dans leur véhicule, on a entendu tous les moteurs démarrer, ça a vraiment parti vite, là. Quand une police arrive aux courses de rue, on s'en va le plus vite possible dans la direction inverse d'où ce qu'elle vient. Si t'es en position d'arrêt, la police peut rien faire contre toi. Ils peuvent rien dire, tu bouges pas, t'es juste dans un parc à rien faire. Là. Des fois, ils vont réussir à arrêter une personne ou deux maximum sur le lot. Alors, c'est pas si pire. Puis quand ils n'arrêtent plus, qu'ils sont pas en train de courser, c'est un billet d'infraction de 125 $ pour attroupement illégal. C'est pas si pire que ça quand on calcule qu'aller aux courses légales, ça coûte environ, en tout et partout, 75 $ par fois. Alors même si on se fait arrêter à chaque 2 fois aux courses de rue pour attroupement illégal, on arrive quand même dans notre argent. Les points, il m'en reste 2 pour environ encore 1 an et demi. Puis ça me dérange pas, là. Je sais que si je me fais arrêter une course, c'est 6 points plus environ 500 $. Je me dis que c'est peut-être pas ça qui va m'empêcher de rouler. Je tripe vraiment en voiture, puis un permis, après moi, c'est juste pour être légal. Je suis capable de conduire sans permis. Maintenant, la police est partout. Que si on se fait reconnaître par la police avec notre véhicule une journée, la journée d'après, on est certain de se faire arrêter. Je me faisais arrêter au moins 5 fois par semaine. Puis, à cette heure, ça me dérange pas. J'ai rien à me reprocher. Donc, qui m'a vu courser, il y a 2 semaines, c'est pas important, c'est qu'ils me prennent sur le fait. C'est sûr que la police, ils ont une idée déjà faite sur les courses de rue, parce qu'eux autres, ils arrivent des fois sur des courses de rue parce que ça a mal tourné, puis ils voient les blessés, puis tout, puis ils voient un autre côté de la médaille qu'on voit pas. Quand tu vois un blessé dans un accident de la rue, puis tout ça, des fois, ça peut être traumatisant, mais comme nous autres, on voit pas ça, fait qu'on voit pas comme un policier. On va peut-être finir par s'entendre, les gens qui font des courses et les policiers, mais quand? Je viens de manger un ticket, parqué dans la rue. Au retour, imaginez maintenant quand les courses de rue se transportent sur l'autoroute. J'ai déjà vu monter jusqu'à 2,30, 2,40. Je roulais 180 puis ils prenaient de l'avance sur moi comme si moi je roulais 50 puis 800. La semaine prochaine à Fou du risque, un sport de plus en plus populaire au Québec, le karting, un sport où naissent de grands champions. Fou du risque, la semaine prochaine à Canal D. Regarde! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, ferme les yeux. Essaye ça. Mais là, sur ta langue, laisse le fond. Oh, les bulles fondent. Je fais du caramel. J'aime ça, le caramel, Aéro. Avec du caramel! C'est bon! La nouvelle Aéro avec du caramel. Laissez fondre les bulles et découvrez du caramel onctueux. Aéro! Avec du caramel! Ils sont vraiment dans leur bulle. Que la lumière soit. Tu les avais pas testés? Ça te prend des meilleures lumières. Viens voir. Les lumières d'ailes de Nomar faites chez Canadian Tire. Elles sont moulées en une seule pièce sans filament. Elles durent donc des années de plus que les lumières traditionnelles. Fonctionnant en bas voltage, elles utilisent jusqu'à 90% moins d'énergie et causent moins de panne. Hey, c'est beau. Les lumières d'ailes de Nomar à partir de 12,99 pour 70 lumières. Ça, c'est différent. Et seulement chez Canadian Tire. Je commence avec toi. Chaque soir en Amérique du Nord, 525 millions d'ampoules et de tubes fluorescents s'allument. Pour nous éclairer, nous avons le choix entre 30 000 sortes d'ampoules électriques différentes. Ça vous étonne? Imaginez la suite. Fallait y penser. Mercredi, 20h.
Tort. Cara. OK. Je suis un tendre côté nature. Je suis rebelle côté givré. Je suis faible en gras, 100% blé entier. Pour égayer la journée, pourquoi pas chanter? Millie Waits, quand t'as goût de fêter, donne-moi ta bouche. Des projets d'une complexité défiant toute imagination. Architectes, ingénieurs et conseillers techniques vous font part de leur triomphe technologique à Méga Construction, mercredi 21h à Canal D. Nous pensions qu'ils ne nous retrouveraient jamais. Nous avions tort. Nul ennemi n'a pu nous résister. Il me faut une arme. Certains prétendaient que ce jour ne viendrait jamais. Qu'ont-ils à dire aujourd'hui? Classé pour jeunes adultes seulement. Allez debout, réveillez-vous, bande de flambeaux! Vous êtes messieurs, la relève de la nouvelle ère, de la gomme extra! Vous allez donner votre 110%, bande de fainéants! Souvenez-vous, les meuviettes, vous êtes extra! Et vous êtes faites pour durer plus longtemps que jamais! Extra, la gomme qui ne lâche jamais. Alors, que ferez-vous? Tirez l'enfer! Et comment le ferez-vous? Des dossiers clos, des meurtres irrésolus, des assassins inconnus, toujours en liberté. À l'aide de techniques modernes, des experts retournent dans le temps et dépoussièrent de vieux cas d'homicide pour les élucider. Preuve à l'appui, mercredi 22h à Canal D. Les courses de rue, c'est pas juste dans les parcs industriels, c'est partout. Il y en a partout, puis c'est surprenant comment il y en a. Si t'arrives avec une voiture moindrement modifiée, là, tu vas tout le temps en avoir un à côté de toi qui va moindrement t'harceler pour une petite course. T'arrives des fois, tu cours sur l'autoroute, il y en a un qui arrive en arrière de toi, puis là, il te colle, il te suit, puis maintenant, il arrive à côté de toi, puis là, on se donne comme un départ. Puis là, on en donne le chiffre en 3, puis c'est le premier qui lâche. J'ai déjà vu monter jusqu'à 2,30, 2,40. Et je roulais 180, puis il prenait de l'avance sur moi comme si moi je roulais 50 puis 800. C'est toujours le fun à voir. Dans le temps, quand j'étais plus jeune, c'était une compétition entre chums, puis c'était le premier arrivé à tel point, peu importe. On n'avait aucun jugement, puis on n'avait aucune limite, puis on pensait pas aux conséquences. Moi, j'ai été chanceux de pas me tuer en voiture quand j'étais plus jeune. Je faisais des courses, justement, dans l'accotement d'autoroute à 200 km/h. Ça arrive souvent que le monde se pointe dans les rues sans être organisé. Ça arrive très souvent. Faut regarder des choses, tu sais, t'as le contact visuel, tu regardes qui est en voiture. Souvent, ça prend pas grand-chose. Là. Juste à arriver à côté, puis un petit coup de gaz, puis go, c'est parti. Là. Sauf que faut vraiment regarder dans la situation du trafic, quelle heure. Et souvent, tu sais, ça arrive. Des fois, le monde, tu sais, ils vont pareil, même s'il y a du trafic. C'est ça que je reproche, que je trouve dommage. Puis c'est ça que le monde associe au street racing. À chaque fois que j'ai vu une course qui a mal terminé, puis j'en ai pas vu souvent, c'est toujours arrivé avec quelqu'un qui était inconscient puis qui se rendait pas compte que l'arme qu'il avait dans les mains pouvait servir à blesser quelqu'un. Il y a des gens où tu vas être sur l'autoroute qui vont voir courser avec toi, qui vont essayer, puis quand ils sont désespérément en arrière, vont tout faire pour être en avant. Ils vont risquer leur vie, risquer la tienne, risquer la vie des gens, juste pour être en avant. Moi, quand ça arrive, ça m'est déjà arrivé de voir des gens dans le trafic. Là, il n'y avait aucune voiture à part moi et elle. Sauf qu'on avait une voiture qui s'en venait, j'étais en avant, puis ils risquaient de me couper juste pour être en avant de moi. Là. Oh, j'ai vu ça, là, mais j'arrête. C'est stupide. Il n'y a plus rien de le fun à ça. Je suis pas là pour mourir. Je veux pas tuer quelqu'un non plus. Mais il y a des gens qui s'en foutent totalement. La manière que moi je fais le street race, je le fais d'une façon qui peut paraître ridicule pour certains, mais je le fais d'une façon très professionnelle et encadrée. Je ferais pas ça dans les rues domiciliaires, je ferais pas ça en pleine heure de trafic. On va faire ça le soir avec des adultes qui comprennent ce qui se passe puis qui sont prêts à faire ce qu'ils vont faire. Les courses sur l'autoroute, souvent, ça va être avec des personnes qu'on connaît ou des personnes qu'on a déjà aperçues durant d'autres courses. On veut s'essayer contre. C'est vraiment une course pour tester la performance de la voiture et non le pilote qui est en arrière du volant.
parce que ça demande juste à changer les vitesses. On n'a pas besoin on décolle jamais à 0 km/h. C'est ce qu'on appelle un rolling start. On va décoller à peu près à 40 km/h. L'avantage qu'on a quand on le fait en roulant, c'est que la voiture est déjà dans son boost, comme moi je suis turbo. Le fait de rouler, c'est aussi rapide que ça. J'appuie, ça fait un peu de boucan, puis ça part automatique. Et quand on le fait sur une autoroute, on prévoit toujours des heures qui sont très tardives le soir. Et puis on est souvent très limité en tant que personne. Puis on fera pas 12 courses sur l'autoroute. On va généralement faire une. Puis on le sait au départ avec qui qu'on va le faire. Puis tout est déjà fait, tout est déjà prévu. On se met là, on part là, on rentre là, c'est ce qu'on fait. On fait la course, fini, on s'en va chacun de notre côté ou on se rejoint là. Si jamais il arrive quelque chose, c'est pédalant le plancher. Parce que tu t'es arrêté, ça coûte cher. On va avoir quelqu'un qui va nous dépasser, qui va aller beaucoup en avant de nous autres pour vérifier s'il y a de quoi, s'il y a une courbe, quoi que ce soit, si on connaît pas la route, s'il y a des voitures, s'il y a de la police. On veut être averti à l'avance s'il y a une police. On ne veut pas se faire arrêter à 200 km/h. On est sur l'autoroute. Il y a des chars en avant qui nous ont dit « Go, vous pouvez y aller, c'est safe, il n'y a pas de police, il n'y a pas de personne qui roule. » Il y a des chars en arrière qui nous disent la même affaire, on en retient le trafic. Parce que veut pas, même s'il est tard, il y a quand même quelques voitures. Puis on est côte à côte, on est dans l'auto, puis c'est à 3, je baisse les mains, puis tu pars. Tu payes sa pédale, puis ça avance. C'est surtout le feeling de partir, d'écraser la pédale dans le fond, puis 1, 2, 3. Puis là, tu sais qui gagne. Puis d'avoir l'autre des fois dans ton miroir, c'est toujours le fun. C'est l'adrénaline au bout, puis on dirait que tout s'efface autour de toi. C'est le premier arrivé, puis tu regardes en arrière, s'il est là, t'espères qu'il soit en arrière tout le temps. Un homme, ça veut tout le temps gagner. Fait que nous autres, notre but, c'est que notre voiture soit la plus performante possible. On s'habitue à avoir de la puissance et on veut toujours en avoir plus. J'aurais 400, 500, 600 chevaux, un mois après, il m'en manquerait. On s'habitue et on n'a jamais assez. L'adrénaline que la course apporte dans un parc industriel le soir, j'ai pas vraiment besoin d'aller la chercher dans la rue, à une lumière. Quand une autre voiture arrive à côté, il y a 3-4 chars en arrière de nous autres. Puis là, on part, puis il peut y avoir des piétons sur les trottoirs. Ça me calme. Quand je vois ça, je me dis que je suis mieux d'aller courser le samedi soir là qu'aller courser sur le bord de la rue. Tu sais jamais c'est qui est à côté de toi, tu le connais pas. Dans ce temps-là, c'est pas évident. Faut que tu fasses vraiment attention à l'autre qui est à côté de toi en cas qu'il arrive de quoi pour toi et pour lui. C'est dans ce temps-là là, que tu peux avoir vraiment peur. Là. Ça m'est déjà arrivé d'avoir peur, ouais. En faisant ce qu'on appelle un top speed, là, c'est d'avoir la vitesse maximale que la voiture était capable d'atteindre. Puis j'étais dans une route qui me paraissait bien, jusqu'à temps que j'atteigne une vitesse qui était quand même assez élevée. Puis il y a eu plusieurs vallons consécutifs sur l'autoroute, puis j'ai vraiment pas aimé le comportement de la voiture. J'ai lâché le gaz, j'ai attendu que ça se calme. Je suis retourné chez moi assez peinard. Je dirais que toute personne qui pousse sa voiture aux limites, s'il n'a jamais eu peur une fois ou il n'a jamais arrivé quelque chose, c'est parce qu'il probablement qu'il ne l'a pas poussé ou qu'il est créatif. Tout le monde veut atteindre les limites de son voiture et de ses capacités. Fait que ça peut être dangereux. J'ai fait un tête à queue 2 fois sur le boulevard, mais c'était pas vraiment en faisant du street racing. Là. C'était plus cette accélération que je voulais faire moi-même là, avec une autre personne, mais c'était pas vraiment une course. On roulait sur un boulevard. Il n'y avait pas beaucoup de voitures, puis on était loin. Fait qu'on s'est pris un à côté de l'autre, puis on a roulé, on a monté. Puis à un moment donné, on a rattrapé les voitures en avant. Puis moi, j'étais dans la voie de droite, lui était dans la voie de gauche, puis il y avait une voiture en avant de lui. La voiture, moi, je pensais qu'elle resterait là, mais elle s'est tassée. Donc, il a fallu que je break, évidemment. Puis quand on est rendu à la vitesse que j'étais rendu, je parle d'à peu près 200 km/h, ben ça break pas comme à 100. Donc, la voiture s'est mise à bouger d'un côté puis de l'autre. Puis, j'ai fait un autre tour d'un autre côté. Puis, j'ai évité de justesse. Il y avait un mur de béton, j'ai évité le mur. Puis, j'ai préféré prendre les quenouilles, comme on dit. Mais c'est pas, comme je disais, il n'y a pas une mal, sauf que ça aurait pu être plus tragique. C'est en décapotable, le toit est ouvert. Quand tu revois ce qui s'est passé, tu dis oups. Puis là, t'es vraiment le shake pour au moins une journée. Puis, à y penser, tu dis ouais, j'aurais pu mourir. Là, tu revois toutes tes situations qui auraient pu arriver. On se calme toujours 1 ou 2 journées après. Et aussitôt qu'il y en a un qui revient de voir sur l'autoroute, sur le chemin quelque part, puis qui te lance un défi, ben ça recommence. C'est une drogue, finalement. Tu peux pas passer à côté de ça.
Ma mère est décédée d'un accident de la route. Le monde peut penser que ça va changer de quoi dans ta vie. Tu vas être plus prudent, tu vas faire attention. Ma mère, elle était toujours très, très prudente en voiture, jamais qu'elle dépassait les limites. Mais comme on dit, t'as beau être prudent, t'as beau faire n'importe quelle manœuvre, t'as beau être casse-cou, mais quand ton heure est venue, tu peux pas passer à côté. Puis c'est ça, ma mère, c'était un accident bête qui est arrivé, puis elle roulait pas vite du tout. Puis l'autre, la vanne qui est arrivée contre elle, c'était la même chose. Fait que la prudence, tu sais, quelqu'un va te dire sois prudent, fais attention. Moi, j'en prends puis j'en garde. Là. On est toujours prudent, mais quand notre heure est venue, on peut pas passer à côté. Après la pause, Québec-Montréal à la vitesse du son, ou quand la réalité dépasse la fiction. C'est pas quelque chose qu'on veut publiciter parce que Québec-Montréal, tu roules 200, 220, 250 km/h, ça te tente pas d'avoir 50, 60 chars qui partent en fou. La semaine prochaine à Fou du risque, un sport de plus en plus populaire au Québec, le karting, un sport où naissent de grands champions. Fou du risque, la semaine prochaine à Canal D. Cette semaine, au Mardi Dangereux, à 20h, apprenez à vous défendre contre les arnaques de voyage à piège à touristes. Puis, à 21h, voyez comment ils ont frôlé la mort et survécu miraculeusement à défier la mort. Soyez au rendez-vous mardi soir, dès 20h, à Canal D. Hey, c'est à toi? Ouais. Écoute-moi ça. Allô? Voici la toute nouvelle Accent 5 de Hyundai. Son espace vous surprendra et son prix aussi. De plus, elle est couverte par la meilleure garantie au pays. Oh. Des projets d'une complexité défiant toute imagination. Architectes, ingénieurs et conseillers techniques vous font part de leur triomphe technologique. À Méga Construction, mercredi 21h à Canal D. Il n'y a rien comme un vrai bon déjeuner pour partir la journée. Ouais. Surtout quand mes œufs sont brouillés à mon goût, puis que le bacon fumé est juste comme je l'aime. Ouais. Tu sais, un peu croustillant. Oh, ouais. Hey! C'est mon déjeuner. Et que t'es pas de bonne humeur le matin, toi? Moi, je suis pas de... Merci. Excusez-le, hein, il est toujours grognon le matin. Les vrais petits déjeuners de IW pour bien commencer la journée. Ça nous fait plaisir. OK. Bon, ben, on vous attend à 7 heures. Alors, maman et mon père vont venir, puis François et les enfants. Ah, monsieur et madame Dessian ont appelé, ils vont venir. On a dit qu'on faisait ça petit cette année, hein? Pas comme l'année passée. En parlant de petit, On a besoin d'un nouveau sapin. Un gros sapin. Je commence avec toi. Ah, regarde, celui-là. Ah, ça va être beau. Oui, je l'aime. Il est déjà avec les lumières. Exactement ce que je veux, une machine expresso. Ça, c'est la nouvelle cafetière one-on-one de Mélita. Mais oui, elle fait un café ou un thé à votre goût en seulement 30 secondes. Hey! Ah, j'ai vraiment hâte au party de samedi. C'est juste une de plus. Une? C'est un refroidisseur à bain pour 6 bouteilles. Un petit peu plus de monde que prévu, mais c'est Noël. Les fêtes semblent un peu plus faciles quand on commence chez Canadian Tire. Pour une petite soirée, on a pas mal d'invités. L'année prochaine, il va en avoir un de plus. Oui? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je commence avec toi. Dans mon monde, je peux aller n'importe où. Les départs des vols sont toujours l'après-midi. Tous les hôtels sont sur la plage. Toutes les voitures de location sont des décapotables. Dans mon monde, je suis... une déesse. Planifier un voyage avec Expedia.ca, c'est la différence entre faire un voyage et faire votre voyage. Expedia.ca, vol, hôtel, auto de location, forfait, c'est un départ. Oh no, not me. I did it my way. Preuve à l'appui, mercredi 22h à Canal D. Tous les coureurs de rue n'ont pas des voitures modifiées, mais la plupart, oui. L'été, ils mettent leur bolide à l'épreuve, alors que l'hiver, ils prennent souvent un malin plaisir à tout changer et à augmenter toujours un peu plus la puissance, impatients de pouvoir exhiber
leur nouvelle fierté. Quand le soleil arrive puis le beau temps sort, ben ça y est, hein, nos voitures, on est prêts. Puis il y a toujours des petites... Il y en a toujours qui vont travailler sur leur voiture l'hiver, puis viennent montrer ce qu'ils ont fait. Puis c'est ça qui est intéressant aussi dans le street racing. C'est pas seulement la compétition ou les courses, c'est vraiment voir les voitures aussi des autres personnes, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur voiture. T'sais, moi, si je me fais passer par quelqu'un, ben je vais être le premier à vouloir voir qu'est-ce qu'il a mis. Ma voiture a quelques éléments spéciaux, oui, de modification. D'abord, il y a un moteur qui vient du Japon, donc un moteur beaucoup plus puissant. J'ai installé aussi ce qu'on appelle un piggyback. C'est un système qui va me permettre de contrôler mon injection, mon ratio air-gaz. Puis je peux contrôler ainsi pas mal de l'électronique de ma voiture pour pouvoir la fine-tuner le plus possible, qu'elle soit plus performante. Ma voiture, présentement, elle a un système de nitrous. Il y a tout le gabarit qui vient avec ça, l'échappement, les entrées d'air, le système d'injection. Ce qui arrive, c'est que quand ce nitrous-là il embarque, c'est un jet, ça peut être de 50 forces au moteur qui rentre ou aller jusqu'à 200 forces, dépendamment du véhicule. Ça donne une poussée qui monte la force du moteur. Je peux l'utiliser jusqu'à 4-5 fois par soirée, dépendamment des courses qu'on va faire. C'est sûr que si on voit que la voiture à côté est encore à côté de nous, on embarque le nitrous, puis c'est fini, on vient de gagner. C'est indescriptible. Si j'ai une course de planifier qui va être un petit peu plus serrée ou un petit peu plus haut calibre, je vais aller me chercher de l'essence à l'aéroport directement parce que le niveau d'octane est beaucoup plus élevé. C'est du 100 d'octane comparé à du 91 aux pompes qu'on a dans la région de Québec. À Montréal, c'est 94 d'octane. L'octane, c'est de l'antidétonnant. Plus l'antidétonnant est élevé, plus je suis capable de monter la pression sur mon turbo. Ainsi, ma voiture va être beaucoup plus performante. Alors, j'y vais régulièrement, pratiquement toutes les fins de semaine, me chercher de l'essence à l'aéroport. Présentement, j'ai à peu près 300 chevaux, peut-être un petit peu plus, parce que j'ai fait quelques petites modifications, mais rien pour vraiment d'extraordinaire. Le moteur que j'avais au départ dans cette voiture, il a sauté. Fait que je l'ai remplacé par un moteur d'origine, puis celui-là qui a sauté, il se faire remonter à Toronto. Puis quand il va revenir, ben là, ils vont changer le turbo, ils vont changer toutes les pièces du moteur. Donc, je devrais, en tout cas, j'espère avoir au moins 600 HP dedans. En argent, là, au complet que je vais avoir mis avec le nouveau moteur, c'est 100 000 facilement, presque 100 000. Sur ma voiture, par année, j'investis au moins 3 à 4 000 $. Et c'est pas dans les plus gros. Il y a des voitures qui valent 50 75 000 une fois modifiées. Mais c'est quand même un bon investissement que beaucoup de monde ne sont vraiment pas prêts à mettre pour un tas de ferraille qui les circule d'un endroit à l'autre simplement. Il y a des compagnies qui se spécialisent dans les pièces, les bonbons que j'appelle, c'est des pièces qui sont copiées sur d'autres crans manufacturiers, qui va permettre à beaucoup de gens de se payer des modifications très bas de gamme. Puis ça peut rendre la modification beaucoup moins chère. Mais pour quelqu'un comme moi, qui aime avoir des pièces de qualité, puis qui aime avoir de quoi, je te dirais, presque d'unique, oui, ça coûte cher à modifier une voiture. J'ai commencé à modifier au mois de mai, puis j'ai passé le cap des 10 000 $. Je travaille dans la construction, fait que pas mal toutes mes payes passent sur ma voiture. Moi, dans la vie, je suis chercheur. Je suis en train de terminer mon doctorat et je fais de la recherche. C'est un domaine qui est peut-être pas très relié à la course automobile, mais c'est une passion qui revient de loin et c'est pour ça que j'ai toujours continué. Je suis technicien en informatique. Présentement, je suis habillé assez décontracté, mais dans mon emploi habituel, c'est chemise, cravate, veston. Puis je rencontre des clients à longueur de journée avec le véhicule de service de la compagnie. J'ai même pensé à modifier le véhicule de service de la compagnie. C'est quand même un turbo diesel de l'année. Puis ça m'est passé dans la tête, mais je me suis dit, mais que le boss la prenne. Et il va trouver que ça tire pas mal plus que d'habitude. Je passe quand même assez de temps sur ma voiture. C'est sûr qu'avec le travail et tout, là, ça commence à être un petit peu plus tassé. Puis là, ben, ma blonde, elle veut que je m'occupe un petit peu d'elle aussi. Donc, ça baisse le temps pour l'auto. Des fois, j'amène ma blonde avec moi pour lui dire que j'étais avec toi, là, ça dérange pas. Là. Mais non, ça a l'air que ça marche pas. J'étais encore trop sur mon char. Mais elle est là, mais je suis trop sur mon char. Moi, je vis les modifications de voitures. Mon métier, c'est de modifier des autos. J'ai pas toujours été dans la mécanique. J'ai été bijoutier aussi. J'ai fait de la gémologie. C'est un métier que je vais probablement continuer quand je vais avoir des cheveux gris. Mais la mécanique a toujours été. J'ai toujours été quelqu'un de très logique qui aime me servir de mes mains pour travailler.
Et puis, depuis plusieurs années que j'adore faire ça. Le tuning, en général, ça ne rapporte pas d'argent. Quand le monde va modifier leur voiture, côté esthétique, ils vont aller dans des compétitions show and shine. Il y a beaucoup d'événements dans la province du Québec pour des événements de show and shine. Puis là, ils peuvent gagner des prix. Mais ça ne va jamais rapporter pour compenser pour ce qu'ils ont investi sur la voiture. Dans le tuning, pour faire des courses de rue, on fait jamais de gageure. S'il y en a, je suis pas au courant. Présentement, à Québec, j'ai pas encore coursé une fois pour de l'argent. Je crois pas que ça va arriver dans les prochains mois. C'est souvent les films qui vont voir ça, peut-être dans les grandes villes américaines, peut-être même Montréal. Mais présentement, à Québec, j'ai jamais vu ça. J'ai déjà offert de me donner de l'argent pour courser contre une voiture qui, à la base, était beaucoup plus puissante que la mienne, mais le propriétaire n'a jamais voulu. En général, le monde que je connais font jamais de gageure, ils mettent jamais de l'argent sur les courses. Parce que justement, ça l'enlève le fun de la course. Puis c'est dans ces moments-là que le monde peut faire des niaiseries pour essayer de gagner justement à cause qu'il y a de l'argent en jeu. Pour ça, on tolère pas vraiment ou on veut pas en entendre parler s'il y en a qui gagent de l'argent sur les courses. Certains sont attirés par le simple plaisir, d'autres par l'appât du gain. À l'automne 2003, le Journal de Montréal révélait qu'un coureur avait fait Québec-Montréal en un temps record de 69 minutes. Une course de ce type comporte souvent une cagnotte de plusieurs milliers de dollars. Rien de comparable aux compétitions dans les parcs industriels, car ces courses peuvent être dangereuses, surtout pour ceux qui empruntent la voie publique. Les courses Québec-Montréal, comment ça se passe? Ben, ça dépend. Il n'y a pas réellement de dire d'organisation proprement dite pour ça. C'est plus du bouche-à-oreille, puis un soir, on s'organise, on fait Québec-Montréal, ça peut être Québec-Rimouski, ça peut être Québec-Trois-Rivières, des fois, ça dépend des soirs, comme ça peut être Québec-Ottawa. Tout le monde met de l'argent à un pot commun, puis premier, deuxième, troisième, ou des fois, ça va peut être juste le premier qui réclame le pot. Puis comment ça se passe, c'est qu'exemple, on se réunit à Québec à une certaine place, tu as des départs environ 2 minutes qui se donnent. Tu as une équipe, tu as 2 personnes, exemple, qui prennent l'heure des départs, ils mettent un numéro sur ton véhicule, numéro 2, départ 23 heures. Tu pars, tout le monde est obligé d'arrêter à Drummondville. La plupart du temps, on fait tout le temps ça avec un arrêt pour donner on peut dire une équivalence à tout le monde, parce que bon, t'en as qui ont des 8 cylindres, t'en as qui ont des 4 cylindres, t'as des 6 cylindres, c'est pas toujours la même consommation par rapport au véhicule. Donc c'est un peu comme une course de rallye. Départ à une heure précise, arrête à Drummondville, on note l'heure. Après ça, on cédule les départs, on repart avec le même écart. Mettons, le premier entre le deuxième est parti, il y avait un écart de 5 minutes. Le premier part, le deuxième attend 5 minutes, le deuxième part. Puis après ça, tu as d'autres personnes qui arrivent à Montréal puis qu'eux autres prennent le temps d'arriver puis c'est la remise du spot commun. Si on parle des vitesses lors de ces courses-là, oui, c'est des vitesses élevées puis on parle de vitesses au-dessus de 2 fois la limite permise en tant que telle. Donc, on peut aller même à 2 fois et demi la vitesse permise, ça se fait en moins d'une heure, pas loin de l'heure. Mais ça dépend de la vitesse. Soit le 250 km/h. Québec-Montréal, c'est 250, on va dire. Centre-ville à centre-ville, exemple. Ça prend 1 heure. Tout le monde a des détecteurs de radar. En partie, tout le monde a des radios. On se parle entre nous. Veut pas, on a des CB. Les camionneurs nous aident beaucoup. Veut pas, parce qu'il y en a qui le savent. Mais en tant que tel, c'est pas quelque chose qu'on veut publiciter parce que t'arrives, bon, Québec-Montréal, tu roules 200, 220, 250 km/h. Ça te tente pas d'avoir 50, 60 chars qui partent en fou, comme il y en a qui font en moto. Mais souvent, à un moment donné, il y a des barrages qui se font, puis oups, on arrête tout le monde, puis on donne l'étiquette. C'est pas ça notre but. C'est pour ça que je dis, au moment donné, on avait des départs aux 2 minutes, ça peut être aux 5 minutes aussi. À un moment donné, pour plus étaler justement les véhicules, il y en a un qui passe, t'en as pas 5 en même temps qui vont passer à 220 km/h. Donc, on fait c'est sûr qu'on fait attention au trafic. On pousse pas dans le cul de personne. Puis souvent, les courses que j'ai faites, quand on voit justement qu'ils sont respectueux de même, tout ça, les événements d'après, on revoit pas ces personnes-là parce qu'on les réinvite pas, tout simplement. C'est ça, on essaie de faire attention le plus possible, puis on a une certaine sensibilisation là, entre nous autres en tant que tel par rapport à ça. Parce qu'on est entre 4 planches de métal, si on peut dire. On est tombé en métal, mais ça ne tente pas de nous ramasser 6 pieds sous terre. C'est indéniable. Le phénomène des courses de rue et des voitures modifiées est de plus en plus à la mode chez les jeunes. Une mode dangereuse et, faut-il le répéter, interdite. La police tente toutefois d'influencer les coureurs pour qu'ils prennent la piste légale des circuits officiels. Plusieurs adeptes des courses de rue participent effectivement aux événements qui se tiennent maintenant régulièrement durant l'été. Mais question de feeling, ce n'est vraiment pas pareil. Les événements qui offrent aux courses légales, comme à Pont-Rouge ou Saner ou Napierville,
souvent, ils n'ont pas des choses qui nous intéressent vraiment. C'est pas le même trip. Dans la rue, on va faire ça vite, on va se dépêcher, on va faire les courses, puis on va s'en aller après. Souvent, on va aller à Pont-Rouge, on va attendre une demi-heure, 1 heure en file pour aller faire une course. Ça va mal aller, on va avoir des ajustements à faire, ça va prendre une autre heure avant de refaire une autre course. Quand on va dans la rue, on est capable de faire 5-6 courses en dedans d'une demi-heure, puis après ça, on est parti. C'est sûr que je serais mieux d'aller courser à Pont-Rouge ou sur une piste, mais c'est pas le même feeling. T'as des lumières, t'as des temps, tu peux t'éliminer et tout. Tandis que les samedis soirs là-bas, tu courses. Même si t'as à peur, tu peux recourser tout de suite. Fait que tu peux courser le nombre de fois que tu veux, puis c'est gratuit. La piste, ben le monde, souvent, ben c'est 20$ pour une journée. Puis c'est 20$, je vais me le mettre ailleurs. Puis tu penses à tes pneus aussi. Quand tu passes une journée au drag, ben tes pneus, l'usure des pneus, l'usure de plein de choses. Tandis que faire du street racing, c'est tu vas là, puis c'est une course ou deux, puis merci, bonsoir. Puis c'est fini, t'as eu ta dose, puis t'es content. Après ça, tu t'en vas chez vous, tu dors bien. Si on nous offrait gratuitement une piste pour faire nos courses, je crois pas que ça l'entraînerait autant de passionnés que présentement. Par le fait de l'illégalité, puis du rush de la nuit, du rush de tu sais pas avec qui, tu sais pas ce qui va se passer. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Tu peux avoir un mauvais départ, tu peux rater une vitesse, tu peux rater un paquet de choses. Puis c'est ça qui fait que dans la rue, ça va toujours rester dans la rue. C'est parti! C'est parti! Ça roule, ça roule, ça roule! 170, 170, 180, 190, 200, 210, 220. On va venir. À tantôt! La semaine prochaine à Fou du Risque, les Jacques Villeneuve, Michael Schumacher et autres y ont fait école. Le karting, des petits bolides qui peuvent aller vite et mener loin. Fou du Risque, la semaine prochaine à Canal D. Chaque soir en Amérique du Nord, 525 millions d'ampoules et de tubes fluorescents s'allument. Pour nous éclairer, nous avons le choix entre 30 000 sortes d'ampoules électriques différentes. Ça vous étonne? Imaginez la suite. Fallait y penser. Mercredi, 20h. Voici ce qui arrive quand une light a du goût. Oh, ça, c'est une light qui a du goût. Ça s'en vient. Belle à neige 18 pouces, 5,97$. Tu viens en céramique 13x13, 59 cents pied carré. Où ça? Chez BMR. Le groupe. Nous pensions qu'il ne nous retrouverait jamais. Nous avions tort. Nul ennemi n'a pu nous résister. Il me faut une arme. Certains prétendaient que ce jour ne viendrait jamais. Qu'ont-ils à dire aujourd'hui? Classé pour jeunes adultes seulement. Génial! L'arôme irrésistible du maïs fraîchement éclaté Orville Redenbacher a, contrairement à toute autre grignotine, le pouvoir de rapprocher les gens. Bienvenue dans le quartier. Bonjour, salut, je suis Angela. Partagez de bons moments entre amis et faites qu'Orville Redenbacher soit de la partie. Orville, épatant en tout temps. Éclatez-vous avec les nouveaux maïs soufflés sucrés Orville Redenbacher. Des projets d'une complexité défiant toute imagination. Architectes, ingénieurs et conseillers techniques vous font part de leur triomphe technologique à Méga Construction, mercredi 21h à Canal D. Comment prouver que Pantene peut protéger vos cheveux?
Ça se voit quand c'est la soirée Opération Coiffure. Essayez Pantene Pro V et obtenez 4 fois plus de résistance contre les assauts. Voici la preuve. Pantene Pro V. Le freestyle a une tenue de route, une maniabilité et une consommation d'essence comparable à celle d'une voiture. Mais c'est plus qu'une voiture. Il a un volume de charge plus élevé que celui de bien des VUS. Mais c'est plus qu'un VUS. C'est un véhicule aux possibilités infinies. Le tout nouveau Ford Freestyle. On pense polyvalence pour que vous pensiez à Ford. Ford, bien pensé. Des dossiers clos, des meurtres irrésolus, des assassins inconnus, toujours en liberté. À l'aide de techniques modernes, des experts retournent dans le temps et dépoussièrent de vieux cas d'homicide pour les élucider. Preuve à l'appui, mercredi 22h à Canal D. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres